Je suis Larry Chartwin, directeur pédagogique du Native Law Center de l'Université de la Saskatchewan. Tout au long de ma carrière, je me suis consacré à l'élaboration d'initiatives en enseignement, en droit et en politique qui ont une incidence sur les droits ancestraux et l'accès à la justice. On m'a demandé de préparer pour l'Association nationale des gestionnaires des terres autochtones un rapport qui porterait sur le droit de la famille au Québec par rapport à la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Comme c'est tout un titre, à partir de maintenant, je vais l'appeler la loi sur les foyers familiaux ou la loi. Plus précisément, je vais examiner les conflits éventuels entre les lois fédérales et provinciales liées aux biens matrimoniaux. J'aimerais vous présenter un résumé de quelques-unes des conclusions que j'ai tirées et des observations que j'ai faites pour qu'en profitent les membres des Premières Nations qui seront touchés par la législation et pour ceux qui seront chargés de l'administration de ces lois ou de leur mise en application. Tout d'abord, je crois qu'il est important de clarifier un point concernant la raison d'être de la loi sur les foyers familiaux édictée par le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a affirmé que cette loi comblait une lacune parce qu'il n'existait aucun mécanisme que les Premières Nations et les tribunaux pouvaient utiliser pour aborder les questions telles que la répartition des biens matrimoniaux lorsque des relations conjugales prennent fin. Je crois qu'il est plus exact de dire que cette lacune n'était pas due à un manque de loi sur les biens matrimoniaux dans les réserves, mais plutôt au manque de reconnaissance du pouvoir des Premières Nations, à l'imposition historique d'une autorité coloniale et à la dévalorisation de la capacité juridique des femmes. Dans une certaine mesure, la loi répond à la marginalisation du passé en reconnaissant le droit d'une Première Nation d'édicter ses propres lois ou codes sur les questions liées aux biens matrimoniaux. Je crois qu'il y a d'importantes différences entre l'application du droit matrimonial du Québec et celle de la loi sur les foyers familiaux. Cependant, de nombreuses différences peuvent être justifiées en raison des régimes politiques, culturels et juridiques uniques qui existent dans les réserves comparativement à ceux du Québec en général. L'une des différences qu'il est bon de noter a trait au type de relations conjugales qui sont légalement reconnues. Au Québec, les relations conjugales établies par le mariage ou l'union civile sont légalement reconnues et dans ces cas, les règles particulières du droit des biens matrimoniaux s'appliquent. Le troisième type de relation conjugale s'appelle l'union de facto ou union de fait. Dans d'autres provinces du Canada, ce genre de relation serait appelé un mariage en common law et les lois sur les biens matrimoniaux seraient normalement appliquées. Toutefois, au Québec, aucune importance juridique n'est accordée à de telles relations de facto. Il n'y a pas de différence entre des conjoints de fait et des colocataires. Peu importe combien de temps les conjoints ont vécu ensemble, et il n'y a aucune présomption de possession mutuelle des biens familiaux. Ce qui importe toutefois, c'est qu'en vertu de la loi sur les foyers familiaux, ces relations de facto bénéficient d'une reconnaissance légale et sont traitées comme des mariages en common law. Cela signifie qu'au Québec, les gens qui vivent dans des réserves des Premières Nations bénéficieront des avantages du régime de droit sur les biens matrimoniaux de la loi sur les foyers familiaux et ce, peu importe que l'union résulte d'un mariage, d'une union civile ou d'une union de fait. En vertu de la Constitution, la loi sur les foyers familiaux est reconnue comme une loi fédérale valide. Si une loi provinciale entrait en conflit, la loi fédérale et les codes des Premières Nations l'emporteraient probablement sur elle. Par exemple, la loi du Québec prévoit que les règles du droit de la famille ne s'appliquent pas aux unions de fait, contrairement à ce que prévoit la loi sur les foyers familiaux. Dans cette situation, le droit constitutionnel prévoit que les règles fédérales l'emportent sur la loi du Québec. Bref, il y a en principe une possibilité que la loi provinciale s'applique, mais la loi sur les foyers familiaux du gouvernement fédéral est très exhaustive et il est probable qu'elle l'emporte sur toute loi provinciale comparable. Selon moi, la loi sur les foyers familiaux permet aux juges de paix ou aux juges des cours provinciales de se pencher sur des questions comme les ordonnances de protection d'urgence, mais il n'est pas aussi évident de déterminer si les tribunaux du Québec ont le pouvoir d'administrer les lois qui relèvent du Code d'une Première Nation, car on ne sait pas si les codes des Premières Nations relèvent d'un pouvoir d'autonomie gouvernementale
ou d'un pouvoir délégué en vertu de la loi fédérale. Dans mon analyse de la loi, j'ai conclu qu'elle reconnaît le pouvoir des Premières Nations, ce qui est très différent d'accorder aux Premières Nations un pouvoir, bien que ce ne soit pas le point de vue des avocats et des décideurs du gouvernement fédéral. Il est intéressant de noter que la loi sur les foyers familiaux ne comprend pas de disposition qui énonce clairement qu'elle n'annulera pas les droits ancestraux ni les droits issus des traités, quoiqu'il y ait dans le préambule un énoncé contenant un libellé à ce sujet. Les énoncés contenus dans un préambule n'ont pas de valeur juridique, mais ils peuvent aider à interpréter les dispositions existantes. L'énoncé se lit ainsi. Attendu que la présente loi n'a pas pour but de définir la nature et l'étendue de tout droit à l'autonomie gouvernementale ou d'anticiper l'issue des négociations portant sur celle-ci. Je crois qu'il appuie mon argument selon lequel la loi sur les foyers familiaux reconnaît, au lieu d'accorder, le pouvoir d'édicter des codes des Premières Nations. Miigwech.